Salut à tous et bienvenue sur Fréquence Légion, comme d'habitude l'émission qui s'occupe uniquement de Star Wars Légion. Donc je suis avec les membres de l'Heron Squadron, donc vous avez par ordre d'apparition, on ne peut pas dire son nom mais telle est la voix, donc Carré, allez, on t'a dénoncé. Ensuite Red Olive, et puis Max. Salut Max. Salut. Donc dans cette émission, on va d'abord faire un petit focus sur l'état du jeu actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties, essayer de faire le point pour que vous y voyez un peu plus clair. Ensuite, on se concentre sur l'Empire, voilà, la meilleure des factions, les meilleurs des meilleurs, on va essayer de proposer des listes intéressantes. Et puis on finira avec une petite surprise, si vous voulez, vous avez la timeline pour directement y aller. Donc aujourd'hui, on est à presque 2 ans de la V2. On peut dire qu'elle a été assez tumultueuse, mais on arrive quand même à une période où ça se stabilise. Il y a eu il y a eu les mises à jour, il y a eu des équilibrages, vous avez vu de nombreux errata. Le jeu a retrouvé un peu de stabilité, ouais. et n'est plus dans une phase de remous. Et aujourd'hui, donc, on a un corpus principal, le rulebook. Ensuite, on a un document d'errata, alors ça peut faire un peu crier certains, mais bon, on a un document d'errata qui reprend qui est à jour par rapport à tous les différents errata précédents. Ensuite, il y a le document très important de la Battle Force, qui donc lui répertorie l'intégralité des Battle Force et bon, notamment récemment la Battle Force, les clans Mandalorian, mais pas que. Il y a aussi le gang Onaka, des pirates, et alors ils sont un peu moins récentes, mais 2 Battle Force, une chez la République avec la 212e, et une chez la CSI avec la Rapide Interdiction Force, voilà, les motos de Grievous. Tout le reste des documents, ce sont des cartes, soit les cartes d'amélioration, soit les cartes de commandement ou d'unité des différentes factions. La petite difficulté, c'est plus quand on passe en VF, parce que du coup, il y a eu pas mal de tumultes en VO, et l'équipe de traduction de Edge ils font ce qu'ils peuvent, mais ouais, c'est ça. voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont du mal à suivre. Voilà, en fait, ils ont un peu de mal à suivre, on arrive toujours un petit peu à rebours. Aujourd'hui, on a quand même un livre de règles qui est sur la version de novembre 2025. Donc, il manque quelques trucs, notamment tout ce qui a été vu en avril avec le changement de l'IA. Il manque les 2-3 dernières mises à jour, mais globalement, il y a les mots-clés principaux, il y a de quoi faire. Ouais. Voilà. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il leur faut, pour traduire le document, le même temps qu'il faut à AMG pour faire paraître un nouveau document. Donc le temps qu'il le traduit, il y en a un nouveau qui arrive. Mais ça devrait changer puisqu'il y a de la réorganisation interne qui se profile. Et a priori, on a plein de documents qui devraient tomber dans les semaines qui viennent, que ce soit sur les documents de règles, les errata, et puis même les documents un peu secondaires comme Tour of Duty par exemple. On a fait un point donc sur cette VO, cette VF. On va passer au dernier petit ou gros nouveauté récente. Donc évidemment, la plupart d'entre vous le savent, la Battle Force mandalorienne. L'Army Box qui est déjà malheureusement en rupture. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement. Après c'est bon signe, hein, parce que je sais que moi il y a plein de gens qui s'y sont mis en fait à la cette V2 justement avec cette boîte là. Hein. Donc c'est quand même bon signe. Il faut dire qu'elle était très attendue depuis le début du jeu. Dès qu'on faisait l'initiation, c'était est-ce qu'on peut jouer une armée mandalorienne, et puis malheureusement jusqu'à présent c'était non. Là maintenant c'est possible. D'ailleurs, c'était un peu aussi la surprise, hein, parce qu'on ne l'attendait pas vraiment à ce moment-là. Elle n'était pas vraiment annoncée, et puis elle est tombée un peu du chapeau. Là, ils ont bien gardé le secret. On va avoir une autre boîte avec le commandant et l'agent custom, un peu à l'image des autres factions. Et en plus, ils ont l'intérêt, ces deux-là, enfin non, en tout cas, le Hunter, l'agent, lui va pouvoir être mercenaire dans toutes les autres factions, donc il intéresse pas mal de gens. Ça va être assez intéressant. Et lance-flammes. Il y a le lance-flamme un petit peu, qui va se généraliser un petit peu partout, les roquettes. C'est pas la meilleure saison pour sortir les lance-flammes quand même. Non, c'est vrai. Il y aura une autre boîte, donc la boîte de guerriers, qui est en fait tout simplement 11 figurines qui sont dans l'Army Box. Voilà.
Et normalement, pour les Mandalorians, une fois qu'on aura ces 2 boîtes qui sont prévues là pour l'été, eh bien, on aura globalement fini cette première vague. On en a déjà parlé, un chasseur qui arrive, vous savez, sur les gros air supports qui arrivent, on a vu qu'il y en avait un pour les Mandalorians aussi. Oui, alors ça vous avez le temps, 2027. Tout le air support, j'en ai pas parlé, mais effectivement, ça sera pour 2027. Mais Eric, il est toujours pressé de voir la suite. Hein, il n'a pas encore monté ces grappes qu'on voit au fond, là, que déjà, ça veut le vaisseau. Exactement. D'autres petites nouvelles qui vont sortir, qui ont été annoncées à l'Adepticon en début d'année. Donc le Conseil Jedi, on va pas y revenir dans le détail, mais avec Mace Windu, il y a sa mastery Vaapad qui a été enfin révélée. Je ne ferai pas de commentaires dessus, si c'est bien, si c'est pas bien. On va récolter toutes les larmes de joueurs République après. Donc dans ce Conseil Jedi, il y a Plo Koon, il y a Ki-Adi-Mundi et il y a Shaak-Ti. Moi je vous fais juste un petit truc sur Shaak-Ti. Ça va permettre, comme elle permet quand même de jouer plus facilement les mercenaires, et donc ça va être, je pense, assez intéressant de la jouer avec les Mandaloriens qui viennent d'arriver. Voilà. Bref, on va pas aller plus loin. Il y a également les leaders de l'Alliance séparatiste qui vont sortir avec Savage Opress et l'Admiral Trench. Donc ceux-là aussi sont très attendu pour la CSI. On a les Jedi Anakin là, sur Bark qui va sortir, alors pas tout à fait tout de suite là, mais plutôt pour la fin d'année, mais il va être quand même intéressant. Il va avoir son petit lot d'Overrun comme nos amis Grievous. Han Solo et Chewbacca en version jaune, c'est ça? Ouais, Bounty Hunter, chasseur mercenaire. Donc une seule unité avec 2 figurines dedans, Han Solo et Chewbacca. Han Solo, on l'a dans toutes les versions maintenant. Il fait tout. Avec un pull, avec un manteau, avec un t-shirt, voilà. Voilà, avec un Tauntaun, avec un Wookiee. En train de tomber d'une passerelle, non pas encore. Ouais. Pas encore. Bon, mis à part s'il se plante sur le design et sur les playtests, bon, ça devrait pas remettre en question globalement l'équilibre du jeu. Après, ce qu'on a vu sortir dernièrement, c'est AMG a sorti les nouvelles cartes universelles, qu'ils appellent ça carte d'amélioration, où on peut avoir Asajj Ventress dans une troupe de BX, Luke Skywalker dans des soldats rebelles. Ils ont fait pas mal ça avec pour voir plus les personnages dans les unités. Il y a Obi-Wan aussi, il y en a plein comme ça. Donc c'est vraiment un nouveau design qu'ils essayent de mettre dans le jeu et qui n'a pas l'air de trop mal marcher pour l'instant parce qu'on en voit énormément. En fait, c'est super intéressant parce que ça permet de recycler, de donner d'autres dimensions au jeu en fait, et de recycler les figurines peut-être qui en unité individuelle n'étaient pas forcément jouées. Ouais, moi, je trouve ça hyper bien, perso. C'est malin. Après, il va falloir faire en sorte que ça soit bien équilibré pour pas que ça prenne trop de place non plus. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Et j'y pense, mais dernièrement, il y a eu aussi la grosse refonte des strike teams avec les snipers et tout ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les snipers, les scout troopers, les BX, les arc troopers, ils ont un nouveau sniper, un binôme qui permet de faire un dégât à distance quasiment automatique. Donc ça, oui, ça a été une nouvelle sortie lors de la dernière mise à jour des documents qui a été présentée. Et ça fait, on l'a vu pas mal. Alors il y a l'effet nouveauté aussi, mais on le voit pas mal en ce moment. Ça a des points faibles et des points forts. Hein. C'est équilibré pour le coup. Moi je trouve, ça a permis de les remettre alors qu'on les voyait quasiment plus. Oui, c'est sûr. C'est pas mal ça, si justement les figurines qui sont un peu délaissées, du coup, ils trouvent des systèmes pour les remettre en avant et que ceux qui ont rejeté les figurines, ils peuvent quand même les ressortir. Ouais, tout à fait. C'est des bonnes idées, c'est sûr, c'est vrai, je suis d'accord. Très bien. La plupart des joueurs utilisent des builders, donc aujourd'hui, il y avait 3 builders, Légion HQ, Tabletop Admiral et DTT Army Builder en application. Et en fait, il y en a désormais un 4e qui vient de sortir, c'est le Army Builder de Légion Helper
Légion Takras, c'est le pseudo de celui qui l'a développé. On mettra peut-être le lien en description. En fait, à la base, lui, il a fait une base de données de toutes les cartes, commandements, etc., dans lequel on peut venir piocher, sélectionner et imprimer de différentes manières. En fait, on sélectionne ces cartes et on peut les imprimer recto verso ou juste recto, en noir et blanc. Et un truc super, il a mis la possibilité de mettre des illustrations sur toutes les cartes, là, toutes les cartes d'amélioration où tout le monde est énervé. C'est top. Il n'y a plus d'illustration. Pour moi, c'est une hérésie qu'il l'ait enlevé. Comment ? Pour moi, c'est une hérésie qu'il l'ait enlevé. Ouais. C'était tellement plus pratique et visuel. Là, maintenant, à chaque fois, il faut que tu lises le texte. Ouais. Non, mais d'un point de vue de production, ça se comprend parce que c'est moins cher, il n'y a pas d'illustrateur à payer. C'est plus facile à faire valider, à sortir, mais c'est une grosse perte, je trouve, au niveau design du jeu. C'est pas très... Voilà. Donc là, on peut choisir de mettre les illustrations. On peut choisir aussi la fameuse taille grand format ou petit comme les petits formats pour les cartes d'amélioration comme avant. Donc, il a une super base de données. Alors, c'est en anglais, pardon, il n'y a pas de VF. Même si peut-être il y a des gens qui y travaillent. Pour l'instant, c'est en VO. Et donc, ce gars vient de sortir un Army Builder donc, sur le même site. Et alors, il est un peu austère, comme Martin dirait. C'est vrai, il est un peu austère, mais il est hyper bien fait. Voilà. Et qui plus est, du coup, comme on a accès à sa base de cartes, on peut, comme tous les autres, faire les points JSON pour jouer sur TTS. Mais on peut aussi imprimer sa liste carte par carte et on choisit lesquelles. Voilà, on fait sa liste. On a sa liste de cartes. On peut sélectionner celles qu'on veut imprimer, celles qu'on ne veut pas imprimer. Si on en a déjà, on n'a pas besoin de les imprimer. Donc ce builder, il est... moi, je le trouve hyper bien. Maintenant, je fais avec celui-là. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc je pense qu'il permet d'aider quand même aussi dans la construction de listes. On voit bien ce dont on a le droit, ce dont on n'a pas le droit, parce que ça devient un peu compliqué aujourd'hui sur certains sujets. Donc là, il est très bien. Voilà. Je prends ma petite casquette d'Empire, du coup, puisqu'on va build une liste Empire. Alors, soyez prêts. Et oui, parce donc, que on l'a déjà dit, mais Max fait partie de la 501e Légion, donc l'Empire, il connaît de l'intérieur. On va continuer sur le défi qu'on s'était lancé la dernière fois, donc build une armée pour moins de 200 €. Et donc pour cela, on va partir comme à chaque fois du starter, donc le nouveau starter qui est sorti, dans lequel vous allez pouvoir trouver tous les composants de base, les cartes d'objectifs, les réglettes, les dés, les réglettes de mouvement, réglettes de portée, et un commandant. Donc vous aurez Dark Vador, vous aurez entre 2 et 4 unités de Stormtrooper et 2 unités de Scout. Donc ça fait déjà une très bonne base pour commencer. Alors pourquoi est-ce qu'il dit entre 2 et 4 ? C'est parce qu'en fait c'est 2 groupes de 11. Un groupe de 11 ça correspond à une boîte d'extension Stormtrooper. Et donc ça permet de monter soit une unité de 4 avec éventuellement une arme spé et un mec de base, donc 6 personnes, j'ai pas cette dos. Soit une giga squad, donc là c'est tout de suite une unité de 9, plus une arme spé, etc. Donc on a plein de variétés. La petite nuance, c'est que vous n'aurez qu'un chef, mais vous pouvez quand même faire 2 unités en disant ce mec-là, c'est le chef, et de la deuxième unité, et puis ça passe. Mais réellement, voilà. Dans cette boîte de base, vous avez largement de quoi build en 600 points si vous voulez faire de l'initiation, découvrir le jeu, ce genre de choses. C'est un très bon format pour débuter. Mais nous, aujourd'hui, on va parler du 1000 points, qui est le format standard. Et donc, on va essayer d'ajouter des boîtes à cela pour atteindre les 1000 points. J'ai mis un Dark Vador, voilà, le commandant classique. C'est Dark Vador qu'on a dans tous les boîtes de Starter Empire depuis le début. Donc, voilà. En plus, ce qui est bien en Empire, c'est que si vous achetez toutes les boîtes, vous êtes déjà à votre 5e ou 6e Vador là. Alors maintenant, ils ont des poses différentes, mais avant, c'était pas évident. Donc, vous avez un Dark Vador, vous lui mettez des petites améliorations, pousser de la force, ça vaut cher, mais vous pouvez le mettre. Vous mettez l'étranglement, la pointe de vitesse, la présence inspirante pour avoir son moral
illimitée à portée lointaine. Cette présence inspirante, elle est hyper intéressante parce que comme Vador n'a lui-même pas de valeur de morale, ça veut dire que déjà lui n'a pas de suppression, mais surtout toutes les unités qui vont utiliser son courage ne vont jamais paniquer en fait. Et c'est ça, tous les petits Stormtroopers que vous allez mettre autour qui ont morale 1, eh ben en fait, ils perdront peut-être une action, et encore parce que Vador il peut les pousser, mais surtout ils paniqueront jamais, donc ils pourront jouer quoi qu'il arrive. Et ils prendront les objectifs, et c'est là où c'est fort. Toujours en se basant sur la boîte de base, moi je l'ai fait simple, j'ai mis 2 grosses unités avec T21. Ça fait un bloc de 200 points, vous avez 2 grosses unités, c'est intuable, c'est de la défense rouge, ils sont, je sais plus, ils sont 10. Donc un Dark Vador à 200 points, 2 unités de Stormtrooper environ à 100 points chacune. Là derrière ça, on met 2 unités de Scout Trooper avec la mine Sonic qui a été, du coup, on disait un peu plus tôt, qui a été reworkée récemment. Donc ils ont rework les snipers et ils ont rework les mines aussi. Les mines maintenant, elles apportent des mots-clés très intéressants. C'est-à-dire si vous tirez à distance, elles ont une portée de 1, mais elles vont améliorer les dés de vos armes. C'est-à-dire que si les armes des Stormtroopers qui tirent un blanc, enfin non pardon, on est sur des Scout Troopers, les Scout Troopers qui tirent 2 noirs, si en même temps ils lancent leur mine, eh ben ils vont tirer un noir, un rouge. Vous allez améliorer un dé à chaque fois. Donc ça de suite, ça fait très, très violent. Unité de Scout, au lieu de tirer, ils sont 4, donc 8 dés noirs, elle va tirer 4 noirs, 4 rouges. Plus la mine, hein, bien sûr, hein, qui se rajoute. Donc de suite, ça commence à faire peur. Moi je conseille de mettre la grenade à fragmentation sur cette unité-là, sur les petits scouts. Eh bien écoute, je la rajoute de suite. En termes de statistiques, ça augmente puisque ça va permettre d'avoir la conversion des adrénalines en critique. Voilà. Et oui, et les en scouts, fait, ils n'ont pas de base. Ça va transformer ton dé noir qui, si je dis pas de bêtises... Non, c'est déjà un dé rouge, mais c'est pas... Oui, non, mais le dé noir des scouts. Le dé noir des scouts de base qui fait une chance sur 2 pour toucher à peu près, il me semble. Oui. Il va se transformer en 3 chances sur 4. Non, 5 sur 8. 5 sur 8. Y compris attention, le gardien des stats, mais c'est vrai. C'est 5 sur 8. Oui, en dé noir. Oui, en dé noir. Oui, mais là, il passe en rouge. Oui, t'as le dé noir qui gagne la surge et t'as le dé noir qui passe en rouge. Voilà, t'as double amélioration. Voilà. Oui. Donc en effet, l'unité de scout, elle devient très très létale. Comme tu vas lancer le saboteur, il va lancer 4 dés. Ensuite, les 3 autres vont lancer 2 dés, donc ça va faire 10 dés. Et celui qui a la grenade, il lance un 11e dé. Donc sur 11 dés, ça vaut le coup d'avoir la surge en crit. Je vais sortir la petite calculatrice. Bah, si cette unité-là, elle arrive à porter un de vous, dites-vous que vous allez avoir très mal. Ça fait très mal. Donc voilà. C'est impact 4 et blast. Et suppressif. Blast, donc pas de couvert. Suppressif, vous prenez vos 2 suppressions. Impact 4, si vous avez un véhicule, bah, même le véhicule il prend cher. Enfin voilà, ça fait tout. Voilà. Avec Scout 3, bien sûr, Scout 3, on rappelle, il peut se déployer, aller faire un mouvement gratuit quand il rentre sur la table. Enfin. C'est bien parce que j'ai pas parlé de Scout, mais ça me donne envie là. Ah, t'as vu, hein, ça marche bien. Ouais. Comme quoi, les règles, hein, c'est ce qui motive. Non, bien sûr, c'est le look des figurines. Mais... Avec un simple changement de carte, direct, ça redonne vie à des unités. Bon, les scouts, ils étaient déjà bien, mais là, encore mieux. Mais non, mais ils ont plein de possibilités, les scouts. Et puis en plus, ils permettent de prendre des propres droïdes. C'est ça. Ou des snipers. J'en ai mis. Et mine de rien, ça résiste un petit peu parce que même s'ils défendent en blanc, bah, ils ont quand même le profil bas, ils ont facilement du couvert. Et puis ils sont assez peu nombreux pour pouvoir se cacher et finalement pas être visibles du tout. Et oui. Et comme disait Red Olive, c'est des forces spéciales qui permettent, avec la nouvelle règle détachement, de rentrer soit les nouvelles strike teams, soit les propres droïdes qui sont sortis récemment aussi. Et ça va permettre de gonfler notre nombre d'unités, notre nombre d'activations, pour pouvoir contrôler plein d'unités et plein d'objectifs en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, j'ai mis une unité de Death Trooper parce que je trouve qu'en Empire, c'est toujours bien. Petite unité de Death Trooper. Ça fait mal, c'est tanky. C'est très fiable, ça a des bonnes armes à longue portée qui sont suppressives. Ça a accès, alors quand c'est en bonne coordination avec un Moff Gideon, par exemple, ou avec un directeur Krennic, ça a accès à des mots-clés, des pouvoirs qui sont assez sympathiques. C'est effectivement bien résistant, c'est très calme, ça ne craint pas trop la suppression. C'est vraiment l'unité d'élite. Voilà. Le Death Trooper, c'est celui qui accompagne Krennic au début de Rogue One, par exemple. Bah alors, ils sont bien. Leur défaut, je dirais, c'est qu'ils sont un poil chers et qu'ils n'ont pas insensibles dans un monde où beaucoup de monde commence à avoir perforant. Donc c'est vrai que c'est un peu un problème. Mais ça reste très bien.
Oui, et puis il y a beaucoup d'unités d'élite désormais un peu tanky qui ont un sensible. Un petit agent impérial, donc la nouvelle boîte, le petit agent customisable qui vous permettra d'avoir accès à deux choses, l'ordre improvisé pour pouvoir changer quand vous piochez une unité, pouvoir changer si ça ne vous convient pas. Cette carte qui a été mise à jour, avant elle se rechargeait à tous les tours, maintenant c'est une fois par partie, sinon il faut faire une action pour le récupérer. Donc ce petit agent il va servir qu'à ça, il va se planquer derrière un mur et il va la récupérer à chaque fois. Et il a également une autre carte extrêmement forte qui permet de... Quand vous jouez vos cartes de commandement, vous pouvez cramer sa carte pour que votre carte de commandement elle descende de -1. Ça fait que si vous êtes à égalité, vous gagnez. Voilà. C'est utile pour prendre de l'initiative quand on a besoin. C'est hyper fort. Vous avez votre Dark Vador qui peut jouer des pips 0, comme un Han Solo par exemple. Voilà. Donc celui-là, il faut vraiment le comprendre comme un agent impérial, mais de pur soutien au contrôle d'ordre et de soutien de contrôle de liste, parce qu'il va justement jouer sur les priorités, il va jouer sur l'activation, il va faciliter le jeu lui-même, alors que lui-même il fera rien, et il va peut-être juste rester derrière, caché derrière une troupe, voilà, et sa action ce sera peut-être tiens, je prends un pion ou je donne un pion et je récupère, comme ça je peux récupérer mon ordre improvisé, etc. Vraiment l'officier flippette au fond. C'est un agent que tu as mis ou un officier? C'est l'agent que j'ai mis, ouais. Après, si vous préférez le commandant, on peut mettre le commandant. Hein. Ça, je sais pas s'il y a des préférences là-dessus. Les joueurs impériaux, dites-nous. Disons que l'agent, il a Relentless, je sais plus comment c'est en français. Oui. Alors que l'autre a Inspire. Donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir Inspire. Si on a Dark Vador inspirant à côté, je pense que c'est voilà. pas forcément nécessaire. Ouais. Voilà. Il a Compel, il a le moral infini. Après, il y a un autre argument pour faire son choix, c'est sur la variabilité du pool d'ordre. Si on a un agent plus un commandant plus des troupes plus des supports plus des forces, c'est vrai. Ça fait des pions qui sont très divers, donc on a moins de contrôle de sa liste. Si on a pris un commandant custom pour faire ce boulot-là, on a deux commandants, donc on a déjà enlevé une variabilité au niveau de la pioche. C'est vrai. Après, moi je l'ai mis parce qu'il valait 5 points de moins, c'est juste pour ça. Aussi. Ouais. Après, je suis parti du principe que Vador il avait son ordre à tous les tours, donc au niveau pioche, ça change pas grand-chose finalement. Forcément, on est des gros billes, il nous faut notre gros véhicule, donc on a mis un ATST. Voilà, vous avez votre gros ATST avec ses canons jumelés, son pilote pour avoir la conversion et la visée pour avoir la visée en plus. C'est marrant. C'est marrant. Donc on fait tout voilà, c'est pas mal, hein. La fiabilité impériale. Quoi. Et ça vous fait votre véhicule à 170 points qui peut casser des culs, mettre son gros socle au milieu de la table sur plusieurs objectifs, et puis voilà, quoi. C'est une horreur. Et je pense qu'on est tous d'accord. C'est une pièce qui est impressionnante et qui joue aussi un certain avantage psychologique face à... Alors, pas à tous les joueurs, faut être honnête, mais quand on voit un bipode en face, souvent tu te dis ça je peux pas le gérer, je vais ailleurs, ou alors tu te dis ça il faut que je le gère, je vais dessus. Mais dans tous les cas, comme tu joues en fonction du bipode adverse, tu finis par perdre au niveau de l'objectif. Donc c'est déjà un aspect un peu psychologique qui peut jouer dans sur la tête de ton adversaire. T'es obligé d'y penser en fait. Quand on joue 3 en force tempête, t'es obligé d'y penser 3 fois. Pour combler, j'ai mis deux unités de Strike Team Sniper de Scout. Donc comme on disait, vu qu'on a mis 2 unités de Scout, avec le détachement, on va pouvoir mettre 2 équipes de Sniper. Donc avec le Sniper, le nouveau Sniper, dont on parlait un peu plus tôt. Elles vont faire quoi? Elles vont s'infiltrer, donc elles vont apparaître sur le champ de bataille. Au début, elles sont incognito, puis après, elles pourront, avec un sniper portée 5, tirer. Ouais. Et si elles font un critique, elles peuvent annuler leur dé pour faire un dégât automatique. Voilà. Ça s'infiltre pas, hein. C'est pas infiltration. Ah non, pardon, c'est position préparée. En effet, merci. Donc, c'est-à-dire qu'elles seront sur la table au début de la partie. On sait où elles sont. Par contre, elles sont incognito, donc tant qu'elles n'ont pas tiré, on ne peut pas leur tirer dessus non plus. Sauf à s'approcher très près. Donc justement, ça apparaît comme une menace. Tu me vois, je suis là, tu peux rien faire contre, et moi je t'attends, avec un gros fusil. Ça te fait plaisir, Eric. Je l'ai pris en face, et ça fait pas plaisir. Parce que tu sais qu'il est là, tu sais que tu peux rien faire, tu serais obligé d'y aller au corps à corps pour essayer de les déloger, et ça ne fonctionne pas.
Ouais. Voilà. Et puis si t'as pas de longue portée, en fait, tu te dis ah là 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 là, ils vont m'emboucaner la partie. Généralement, leur première action, ça va être, ils vont jouer, ils vont me tirer dessus, ils vont me faire un dégât automatique ou quelques dégâts en fonction de ce qu'ils choisissent, et après, ils se cachent. Ils reculent, ils se mettent derrière l'obstacle, comme ça ils sont sûrs de survivre en deuxième tour. Parce que mine de rien, ça reste 2 petits points de vie en défense blanche, ça peut mourir assez vite. Ouais. Il faut se méfier sur les objectifs, notamment qui demandent de tuer des unités, cibles marquées, ce genre de choses. Voilà. Ça peut être vulnérable. Donc il faut soit qu'il soit très loin, soit qu'il soit bien caché. Et donc on est à 10 activations. Donc c'est vraiment une liste débutant là pour le coup. Avec le contenu de la boîte de base plus 2-3 boîtes, voilà ce que vous pouvez faire en Empire. En restant à moins de 200 €. Bien sûr, puisque là, je fais le total. Je suis sur My Hobby Place et je suis autour de 180 €. Voilà ce que vous pouvez faire en Empire. Après, vous avez plein de choses que vous pouvez rajouter. Hein. Vous avez le General Virse qui combote bien avec la TST. Vous pouvez avoir, avec la nouvelle boîte d'agents qui va arriver, vous pouvez avoir Agent Calus, Iden Versio qui est bien aussi avec les Squad Inferno, hein, on représente. Et puis, vous allez avoir aussi Moff Gideon. Vous pouvez mettre du Dark Trooper. Enfin, après, l'Empire, c'est vraiment, je pense, une des factions où il y a la plus de variété. Vous pouvez mettre de tout. Oui. Et c'est beaucoup d'unités qui sont fortes. Donc c'est pour ça, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est aussi ce qui rend un peu difficile, c'est qu'il y a tellement de choix que c'est difficile de savoir ce qui va être fort ou pas avant de l'avoir joué souvent. Ouais. Il faut identifier les synergies. Il y a tellement de choses. C'est une faction qui a un certain nombre d'avantages et qui a une courbe d'apprentissage qui est colossale et qui a une variabilité qui est colossale. Et ça la rend vraiment super. Donc voilà, choisissez l'Empire, comme d'habitude. En plus, on a des cookies. Bon alors, il y a une annonce que vous vouliez faire. Eh bien, cette annonce, c'est qu'il y aura des cookies au championnat de France de Star Wars Légion qui se passera les 17 et 18 octobre 2026 à Vers-le-Grand, dans notre petite salle préférée Henri Boissière, la même salle que les années précédentes, avec la même mairie qui nous soutient, avec les mêmes boutiques, les mêmes partenaires qui nous soutiennent encore, pour faire une grosse fête avec encore plus de joueurs. On a poussé les murs, là on a déjà mis 128 places ouvertes, on sait qu'on est capable de pousser encore un petit peu plus. Et il va peut-être falloir, parce qu'il y a déjà plus de 120 personnes inscrites sur le Longshanks, alors que le Longshanks n'a pas été diffusé. On ne sait pas d'où vient le leak. Voilà. On a des data miners qui sont très forts. Voilà. Oh, peut-être parce que c'était inscrit en petit dans un calendrier ou sur un calendrier d'AMG sur les grands tournaments, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que le championnat de France se déroulera le 17 et 18 octobre à Vers-le-Grand. Sur les 2 jours, c'est 6 parties pour déterminer un champion de France et faire la fête entre tout le monde. Nouvelle année, nouveau format. Tout le monde joue avec tout le monde. Tout le monde joue avec tout le monde. L'un des reproches qui avait été fait dans les années précédentes, c'était qu'on avait 2 tournois. On avait un tournoi des maîtres, donc qui avait gagné une qualif dans le courant de l'année, que ce soit avec un ticket d'or ou avec des points. Et on avait le tournoi des chevaliers, c'était en gros le tournoi des autres, et c'était un petit peu péjoratif, et c'était pas vraiment les faire chercher. Donc on a cherché un moyen de mettre tout le monde dans le même panier, mais tout en sachant qu'avec un tel volume de joueurs, il faut faire plus de 6 rondes pour pouvoir déterminer un gagnant, parce que sinon on arrive finalement à déterminer un top 2, et il nous manque une ronde, voire il nous en manque 2. Donc on a cherché à savoir comment on pouvait faire pour ça. Et donc toute l'année, on en avait parlé il y a longtemps déjà, toute l'année, des gens ont continué à gagner des tickets d'or, ont continué à gagner des points, et ces points-là permettent d'établir un classement de 64 joueurs au total. Alors je rentrerai dans les détails d'après, mais 64 joueurs qui vont avoir entre guillemets une victoire virtuelle de la ronde 0. Et ceux-là vont avoir le début de leur progression qui est déjà faite. Et tous les autres, par contre, vont pouvoir les rencontrer au fur et à mesure de l'évolution du tournoi. Parce que t'as beau commencer avec une victoire, si à un moment tu fais une défaite, tu te retrouves face à un gars qui a une défaite aussi. Voilà. La subtilité qu'on a voulu faire, c'est pour pas qu'il y ait à nouveau quand même cet aspect de double tournoi entre ceux qui auraient gagné dès le début et ceux qui ne peuvent pas gagner, c'est que le meilleur des personnes qui n'ont pas cette victoire virtuelle, à la fin de la première journée, est promu. Ce qui veut dire que n'importe qui est capable d'accéder au titre de champion de France
en faisant une bonne journée, même s'il n'a jamais mis les pieds en tournoi francophone de la saison. Alors, il faudra qu'il en ait derrière les pédales, parce qu'il va y avoir des clients un petit peu... Le niveau est relevé. Voilà, il y a un sacré niveau, mais c'est possible. C'est pas idéal, c'est pas forcément très transparent, c'est pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux, on va voir comment ça se passe, puis comme d'habitude, on attendra au niveau de la Grande Squadron tous les commentaires et tous les retours d'expérience qu'on pourra avoir, et toutes les idées et suggestions. Mais en attendant, c'est un système qui a l'air de fonctionner. On a déjà, j'ai même pas les chiffres en tête, mais on a déjà une trentaine de tournois et donc de tickets qui ont été distribués. On a 200 joueurs, plus de 200 joueurs qui ont participé à des tournois cette année, et c'est une hausse énorme par rapport à l'année dernière au même moment. Martin était là pour donner les chiffres précis, mais il faut se dire que cette année de tournoi a été hyper active, tant en termes de nombre de tournois qu'en termes de nombre de tournoyeurs. Ça, pour nous, c'est déjà une victoire. Voilà. Donc du coup, on va célébrer ça avec une grosse fête, avec un maximum de gens possible. On peut essayer de monter à 150 joueurs, plus les bénévoles et tous ceux qui feront tourner la boutique, et tous ceux qui crieront dès que vous crierez arbitre, tous ceux qui courront quand vous crierez arbitre, ou qui feront la roue, je ne sais pas. Et puis de passer un bon week-end avec une bonne soirée. Avec des belles tables. Avec des belles tables. Il faut le préciser quand même. Parce que sur Star Wars Legends, c'est quand même un peu, pour moi, je trouve, le côté... la médaille que tu montres, c'est que c'est quand même beau. Les tables sont jolies, toutes différentes, pas uniformes comme sur d'autres jeux, et de qualité. C'est important pour moi. Voilà. Et surtout, c'est les tables des joueurs. C'est pas des tables standardisées, normalisées. Elles ont toutes une identité, elles ont toutes une histoire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on maintient toujours le concours de table, parce que ça encourage aussi la créativité, l'artisanat finalement. Dans pas longtemps, il y a un article qui va sortir sur la table gagnante du concours de l'an dernier, et vous pourrez voir tous les secrets de fabrication, toutes les photos, tous les détails de cette table-là, qui est vraiment hyper kiffante à jouer et qui raconte une histoire, en plus d'être hyper quali au niveau modélisme. Cette année, on mange assis, on mange dans des assiettes, avec des couverts, avec une petite serviette s'il le faut. On mange du plat chaud, arrivé sur place, servi à l'assiette. Alors ce sera la cantine, parce qu'on est 150 à manger, on va pas faire un service façon restaurant, chacun. Faut pas déconner non plus, on n'a pas 15 bénévoles. On n'a pas assez. Mais on va manger ensemble, et on va donner des noms de code en attendant la sortie de l'article, mais on a de l'effiloché de Gamoréen, on a du confit de Meudorn, on a des grenailles de Nevarro et de la poêlée d'Endor. Donc en plus il y a le choix de ces bons petits plats qui nous sont préparés par un traiteur de la région d'Auxerre qui travaille avec des producteurs locaux, des maraîchers, des éleveurs locaux, et ça nous a beaucoup plu. Et je pense qu'on va se régaler. L'an dernier, il y a un truc qui avait beaucoup plu, on n'en a pas beaucoup parlé après, c'est dommage, mais c'était le choc des clans. Je sais pas si tu veux nous en dire un mot. Si vous voulez. Écoutez, la formule avait l'air de marcher et a séduit le public, donc on va réitérer avec des nouveaux défis, des annonces un peu plus tôt cette fois-ci pour que les joueurs puissent s'organiser, faire des choses en commun. Et puis voilà, ça sera le même principe. Le premier qui réalise un défi, il s'annonce, il marque les points, puis à la fin, il y aura une petite récompense pour le clan ou l'équipe qui aura fait le plus de défis et gagné plus de points. Et dont certaines animations qui auront lieu pendant la soirée. Donc si vous voulez gagner des points, il faut y être. Et les clans, c'est vous qui les constituez. Et entre guillemets, on peut vous y aider, parce qu'on sait très bien que vous connaissez pas forcément tout le monde. Et quand il y a 2 groupes de 3 personnes, par exemple, on va leur dire, tiens, rassemblez-vous en un groupe de 9, parce que ce sera déjà plus facile de faire des choses ensemble. Ça diminue aussi le nombre de groupes, donc le nombre de logistiques qu'il y a à faire. Et ça permet à ces 9 personnes, du coup, de faire connaissance. Et puis, du coup, de faire un vrai clan l'année suivante. On a eu des belles rencontres l'année dernière. Il faut viser des groupes entre 8 et 10. Voilà, on laisse une petite variable pour pas qu'un mec tout seul, il se retrouve sans ses 8 potes tout seul. Donc voilà, viser entre 8 et 10. Et puis voilà, si vous n'êtes pas le nombre, on regroupera avec des gens que vous connaissez pas forcément. Ça fait des belles rencontres. Et je sais qu'il y en a de l'année dernière qui étaient en clan, qui sont encore dans des groupes WhatsApp, des groupes Discord, à discuter, à faire des listes. Et voilà, c'est peut-être un futur mariage. Peut-être. On a essayé de mettre le paquet sur cette soirée qui est vraiment le côté communautaire du week-end.
Et puis le dernier point à dire, c'est que même si on appelle ça championnat de France, même si on répète tournoi, même si on parle compétitif, qu'on parle optimisation, qu'on parle méta, on est d'abord dans un jeu, on est d'abord là pour s'amuser, on est d'abord là pour faire des rencontres, pousser du plastique sur des tables et rigoler. Et ça, on le fait quoi qu'il arrive en fait. On le fait qu'on gagne, qu'on perde. Ça se passe toujours très bien. On le dit, on le redit. On a une commu parmi les plus bienveillantes, parmi les plus de bonne humeur du monde du wargame. Rien que pour ça, entre guillemets, il faut venir. Voilà. On sait que c'est un gros week-end, mais c'est un week-end, on espère qu'il va laisser toujours des étoiles dans les yeux, des souvenirs. Voilà, vous vous serez bien fait plaisir. Gardez votre lundi quand même parce qu'il faut pouvoir récupérer. Un peu fatigant. Voilà. Ouais, surtout quand vous habitez à 800 km, comme certaines personnes. Voilà. Donc, vous avez déjà la date, vous avez le lien directement dans la description pour vous inscrire. Comme ça, vous regardez tous les détails, l'endroit où c'est. Vous regardez si vous avez 800, 900, 1200, 4800, 9000 km à faire. 4 par sec. On sait jamais. Mais voilà, vous avez toutes les descriptions. En tout cas, merci à vous, l'équipe de la Squadron. Donc, on a fait déjà l'Empire, on a fait les rebelles, on a fait les SCSI. Je me demande bien ce qui manque encore comme armée dans une prochaine émission. On verra bien. Le collectif de l'ombre, non? Ça doit être ça, ouais. Collectif de l'ombre, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autres armées, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Bon, en tout cas, merci à vous tous encore une fois. On vous retrouve sur le Discord de Star Wars Légion France. Voilà, c'est aussi, vous aurez le lien en description. Si vous voulez vous lancer, comme d'hab, vous avez My Hobby Place. En plus, il y a quelques soldes en ce moment où vous avez toujours 20% de remise. Vous pouvez aussi choisir Eggy TV, bien entendu. Moi, ça m'aide beaucoup sur le travail sur la chaîne. Et puis, voilà. Gros bisous à tous. À bientôt. Salut, bye. Salut. Bye bye. À bientôt.